Bonjour, je suis avec Sofia Bojanovic, la réalisatrice de Measures for Funerals. Ce film a été sélectionné à TIFF. Bonjour Sofia. Bonjour. Le film parle de Kathleen Parlow, une violoniste qui a été oubliée, et vous mélangez également fiction avec le personnage d'Audrey. J'aimerais savoir pourquoi vous avez décidé de parler de Kathleen Parlow. Ah, c'est une très bonne question. Donc, Kathleen Parlow, c'était le mentor de mon grand-père qui jouait le violon dans l'orchestre de Toronto. Et quand j'étais petite, j'entendais beaucoup parler de Kathleen Parlow et j'étais très curieuse par rapport à cette musicienne, cette légende qui existait dans la vie de mon grand-père, qui lui a permis d'être un musicien qui n'était pas hyper connu, mais qui a eu une très belle carrière quand même. Et une fois que j'ai commencé à lire par rapport à son historique et tout ce qu'elle a vécu dans sa vie, je ne comprenais pas du tout pourquoi elle n'était pas connue au Canada. Personne ne la connaît, son historique n'est pas vraiment célébré. Donc, ça a été quand la partition de Opus 28 a été découverte dans la bibliothèque de Edward Johnson à l'Université de Toronto, où il y a eu un article qui parlait de la découverte de cette partition par Human Bezadi, un archiviste là-bas, que je me suis dit, ah, c'est parti, il y a quelque chose de très intéressant ici. Donc là, quand l'article est venu, je suis allée à la bibliothèque de Edward Johnson pour savoir un peu plus par rapport à Kathleen. Et c'est comme ça que le projet a débuté. Mais il faut que je dise que c'est mon oncle qui m'a vraiment encouragée d'aborder ce sujet. Et pourquoi avoir mélangé fiction et réalité? Parce que dans le film, le personnage d'Audrey est fictif, c'est une doctorante qui fait une thèse sur Kathleen Parlow. Sa thèse va la mener à Londres, Oslo, également à Toronto. On termine également avec un concert à Montréal. Pourquoi donc avoir mélangé fiction et réalité? Ah, j'adore cette question. C'est ma partie préférée de cette histoire. Donc, il y a beaucoup d'éléments documentaires dans ce film. En premier, j'ai ma meilleure amie, Mélanie, qui joue elle-même dans le film. Elle joue Mélanie, la meilleure amie d'Audrey. Et là, elle a été à côté de moi pendant tout le projet, mais aussi pendant la planification de faire le concert d'Opus 28. Et là, le concert, c'est une partie hyper importante du film. Et c'était important pour moi qu'on filme l'événement elle-même, que l'événement existe comme l'historique pour célébrer dans l'historique du Canada, parce que c'est fou que ça fait plus que 100 ans que ce concerto existe et que ça n'a jamais été joué ici. Oui, le compositeur était norvégien, mais je pense que la partition montre l'aspect de Kathleen, de sa personnalité et de son talent aussi. Et donc, pour moi, c'était hyper important que ce moment soit un documentaire et que ça soit capté correctement, parce qu'on avait Maria Dueñas, une violoniste prodige, signée avec Deutsche Grammophon dans ce film, et aussi Yannick Nézet-Séguin. Donc voilà, de faire ce élément live dans le film, c'était hyper important pour moi. Là, il y a d'autres histoires documentaires dans le film qui existent. C'est que Misha, qui est joué par Maxime Godette, qui est super dans le film. Et c'est la première fois, en effet, que Maxime Godette et Eve Duranceau jouent en anglais. En effet. Et donc, j'ai été hyper touchée qu'ils m'ont fait confiance avec ces rôles dans le film. Mais là, c'est important de dire que le caractère Misha que Maxime Godette a joué, c'est basé sur un violoniste qui s'appelle Shingis, qui a pris la méthode de Leopold Auer,
que Kathleen a appris. Donc là, j'ai passé un moment avec lui à Saint-Pétersbourg, au conservatoire, où Kathleen a étudié. Et il m'a laissé, lui, interviewer, de passer des moments avec des étudiants. Donc c'est comme ça que Dara et moi, ma co-scénariste, on a développé cette partie du film. Et ces dialogues sont basés sur des choses que Chingiz lui-même a dit. Et Chingiz a aussi été le coach pour Maxime pour qu'il puisse jouer le rôle d'un enseignant. Comme ça, d'une façon très détaillée. Et la dernière chose à mentionner de cette histoire documentaire, c'est que nous avons tourné dans la maison de Kathleen Parlow. Donc, nous sommes allés à Maldriff, où Kathleen avait une maison qu'elle a achetée juste avant la Première Guerre mondiale. Et nous avons tourné dans sa maison, ce qui a été un aspect hyper important dans le film, à montrer comment cette maison était comme en train de pourrir, mais aussi que je sais pas, que l'histoire de Kathleen Parlow était vraiment dans l'oubli, dans la conscience des Canadiens aussi. Donc, c'était important de faire communiquer cette métaphore à travers de tourner dans sa maison. Alors, ce qui est hyper intéressant dans le film, à un certain moment, il y a une conversation et on parle de chance. En anglais, on parle de luck. Et il y a une phrase que j'ai trouvée très intéressante qui dit que Audrey dit et qui elle sort. Alors, sans me tromper, je vais la lire. Elle dit Bias makes luck impossible. En français, on pourrait traduire par les préjugés rendent la chance impossible. J'ai trouvé cette phrase hyper intéressante parce que à un certain moment, on parle il y a toujours un facteur chance pour réussir dans la vie, donc et pour aussi au final ne pas être oublié, mais le fait qu'il y ait des préjugés fait que ce facteur chance ne peut pas exister. Est-ce que vous pourriez m'en parler un peu plus de ça? Parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant. Est-ce que vous pensez, par exemple, que c'est en partie pour ça que Kathleen Parlow a été peut-être oubliée à cause de ces préjugés? Oui, non, et j'aime beaucoup que tu soulèves cette partie du scénario parce que personne m'a demandé par rapport à ça. Et c'est quelque chose que Dara elle-même a écrit, donc je peux pas prendre le crédit exactement pour ça. Mais pour en parler un peu plus, nous avons vu très clairement comment Kathleen, comme femme de 70 ans, comment l'intervieweur parle avec elle, comment ils ont ce dialogue par rapport à sa carrière. On ne parle pas beaucoup, on en parle un peu, comment elle a fait le tour du monde, qu'elle a fait des tests avec Edison, etc. Mais l'intervieweur la demande, oui, alors les histoires d'amour, regrettes-tu des choses? Et je pense pas qu'on demandera ça à des hommes, quand même. Et je pense que cette histoire d'être femme, de regretter s'il y a eu des enfants ou non, je pense que ça joue dans le sexisme qu'elle a vécu comme musicienne. Et je pense que c'est toujours évidemment un problème. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas aussi connue qu'elle devrait être. Comme on peut regarder à Helma af Klint, par exemple, qui faisait les mêmes genres de peintures au moment de Kandinsky, mais c'est Kandinsky qui a eu beaucoup de crédit. Donc, ce moment dans le scénario, c'était pour souligner cet enjeu, justement. Et d'ailleurs, par rapport à cet enjeu, j'ai trouvé le fait de montrer l'entrevue de Kathleen et cette question en particulier que l'intervieweur a dit et que tu viens juste de dire, hein, le fait qu'elle n'a pas eu d'enfant, qu'elle n'ait pas été mariée, et que c'est vraiment une question qu'on poserait sans doute pas à un homme. Pourquoi, pour toi, c'était important de mettre ce passage particulier dans le film? De l'interview? De l'entrevue, oui, de l'interview, et de Ouais. ce passage particulier
au moment où l'intervieweur lui dit vous n'avez jamais été marié, aucun homme dans votre vie. Pourquoi c'était important? Ah oui, et c'est une autre très bonne question. Non, mais c'est juste pour montrer un exemple de la façon que les gens ont discuté ces genres de sujets avec elle. Je pense que c'est embarrassant. Ça sera impossible, je pense, de trouver une entrevue avec Glenn Gould où on lui parle de cette manière. J'en suis sûre. Et les gens, ils s'en fichent. Et je pense que c'est à cause du fait que c'est une femme, que les gens sont curieux ou ils pensent qu'ils ont le droit d'oser demander de questions. Et c'est pour montrer, oui, que c'était une femme très douée, très accomplie dans son œuvre, mais qu'elle contraire ces genres de commentaires sexistes. Mais je pense qu'elle était super à contrer ça. Quand même, c'est une femme très féministe, très articulée quand même. Donc, c'est impressionnant à voir parce que je crois que cet entretien a été fait dans les années 60. Et c'est très rare de voir quelqu'un qui est très bien dans sa peau en tant que ces genres d'enjeux. Mais moi, en ce moment, on me pose ces genres de questions. Ah bon? Ouais. En tant que femme, moi, je suis étonnée parce que on a l'impression que l'entrevue a été faite en 1900, dans les années 60. On est quand même en 2024 et on pose toujours ce type de questions aux femmes. Est-ce que ça t'étonne? Qu'est-ce que ça te fait si c'est pas indiscret qu'on te pose ce type de questions en tant que réalisatrice femme en 2024? Ouais, non, mais c'est aussi une bonne question et c'est le bon moment de dire que je déteste. Je déteste ces genres de questions parce que ça n'a rien à voir avec l'œuvre et ça prend la place et le temps où on pourrait quand même discuter d'autres choses. Et dans ce genre de scénario, j'adore en parler parce que, oui, je pense que c'est un problème qui existe toujours, malheureusement. Ton film, Measures for a Funeral, il est beaucoup plus important que tes autres films. Et quand je dis plus important, au niveau durée, il dure environ 2h20, un peu plus de 2h20. C'est un film qui a coûté plus cher que tes films précédents. Les autres films que tu avais faits étaient surtout en celluloïd. Pourquoi avoir décidé de faire ce film différemment, d'avoir peut-être une narration aussi plus classique concernant ce film et d'augmenter le budget? Ah oui, non, mais c'est une question intéressante. C'est parce que c'est un film très ambitieux et voilà, d'embaucher tout un orchestre à jouer un concerto de 25 minutes, c'est cher, malheureusement, quand même. Nous avons eu un super beau partenariat avec Maison Symphonique, avec Yannick, avec Deutsche Grammophon, parce qu'ils ont vraiment cru dans ce geste. Ils ont vraiment abordé, ils ont rentré dans le projet avec beaucoup de curiosité et beaucoup d'amour. Et de ça, je suis hyper reconnaissante parce que je pense pas on aurait pu trouver un autre orchestre au monde pour faire ça. Ce sont des musiciens extraordinaires. Mais pour vraiment montrer l'histoire de Kathleen Parlow, et je pense aussi que ce film, c'est seulement un début là. Comme nous avons touché l'histoire de Kathleen, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres détails à mentionner. Là, d'être dans les 3 pays, c'est un bon début, mais elle a vécu tellement de choses dans sa vie que ça peut pas rentrer juste dans un film. Donc, j'espère qu'il va y avoir d'autres personnes qui prennent son histoire au sérieux et qui vont continuer ça. Mais en tant que le budget, on avait besoin d'un budget pour, voilà, embaucher l'orchestre, pour voyager dans ces différents pays, de filmer dans tous ces différents lieux. On avait 28 jours de tournage, là.
Et on avait à peu près 35 lieux. Donc, mes producteurs, Arnon Yang, Andreas Mendritsky et ma coproductrice, Priscilla Galvez, ils ont travaillé d'une façon dingue pour coordonner tout ça. C'était vraiment fou. Et là, on avait beaucoup de comédiens. C'était la première fois que je collaborais avec quelqu'un qui faisait des costumes dans le film, par exemple. Donc, tous ces éléments pour vraiment créer une monde convaincante. Cette fois-ci, je pouvais pas tout faire toute seule. Dans mes autres films, j'ai l'habitude de tout tourner, de tout monter, de me rentrer dans tous ces domaines. Mais là, j'avais besoin, la collaboration d'une belle équipe pour apporter la vision et la vie de Kathleen Parlow en vie. Mais aussi, c'est le dernier film d'Audrey Bénac dans la série de films à propos d'elle. Et je pense que c'est le premier film où elle accomplit une tâche vraiment concrète, parce que dans les autres films, elle rêve de réunir sa grand-mère avec un ancien amoureux, où elle est aux archives de Harvard en train de coordonner des lettres de son arrière-grand-mère et elle veut peut-être faire un expo. Et elle en parle, mais elle réussit pas. Mais dans ce film, elle réussit à faire quelque chose de vraiment concret. Donc, c'était important que le film soit très réalisé en tant que le monde et le format, etc. Dernière question, tu parles d'Audrey Bénac. Je trouve que c'est très intéressant que tu aies utilisé ce personnage dans plusieurs films. Pourquoi avoir décidé d'utiliser à nouveau ce personnage dans ton dernier film? Oui, donc c'est un personnage lié à ma famille. Donc, c'est un personnage que Dara et moi, nous avons co-créé ensemble pour raconter de différents historiques dans ma famille, mais aussi, je dirais que ce personnage, elle a des éléments de ma vie et aussi de la vie de Dara aussi. Et je pense que parce que nous avons exploré l'histoire de Kathleen Parlow dans mon court-métrage Vasselmo et Sang, que nous avons tourné en 2018, c'était une belle façon de continuer, mais aussi de clôturer son histoire. Ça se peut, comme François Truffaut fait dans la série Antoine Doinel, qu'on se réunisse, comme Léo et Truffaut ont fait dans le dernier film d'Antoine Doinel, peut-être en 10 ou 20 ans, qui sait. Mais pour le moment, je voulais que Audrey a une dernière aventure, mais aussi que la vie de Kathleen Parlow soit plus prononcée dans la conscience des Canadiens. Et je pense que nous avons réussi parce que toutes nos projections actives, ils étaient complets. Donc, je pense que voilà, le film fait ce que nous avons souhaité. J'espère en tout cas. Merci beaucoup, Sofia Bodanovic. Donc, votre film Measures for a Funeral a été sélectionné au TIFF. Encore félicitations pour cette sélection. Merci mille fois.